Monsieur le maire, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour cette session des mystères du XXIe siècle que vous avez consacrée à la recherche et à l'innovation. Merci, cher Francis Rocard, de m'avoir offert l'occasion d'intervenir aujourd'hui en clôture de ce week-end autour de ces sujets si importants et merci à tous et à toutes d'être ici. Les mystères du XXIe siècle résident, l'étude que vous en faites, dans les nouvelles compréhensions du monde, rendues possibles par les avancées scientifiques et technologiques, mais aussi parmi les nouveaux comportements de nous tous. Et je crois que ces deux évolutions se nourrissent mutuellement. Alors je voudrais commencer d'abord par vous dire à quel point, je crois, nous vivons une accélération de l'innovation comme nous n'en avons jamais connu sur cette planète. Je vais prendre l'exemple de l'énergie. Il y a 400 000 ans, nos ancêtres ont domestiqué le feu. Leur vie a complètement changé. Ça, c'était une révolution, une innovation majeure. Ça leur a permis de manger cuit, donc quelque part un peu prédigéré, de se chauffer, d'effrayer les bêtes féroces et d'aller orner des grottes que nous retrouvons les unes et les autres. C'est la révolution zéro de l'énergie. 400 000 ans avant Jésus-Christ. La première révolution industrielle, qu'on appelle la première révolution énergétique aussi, elle a lieu au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Vous voyez le temps qu'il a fallu. Et elle est fondée là aussi sur une innovation majeure, faite par un Français, Denis Papin, la machine à vapeur, et une matière première, le charbon. Ça va donner effectivement un changement total de nos sociétés. C'est l'urbanisation, ce sont les grandes entreprises industrielles, c'est le début d'une organisation totalement différente et du travail de la société, c'est aussi la création des syndicats, c'est aussi quelque part l'émergence du marxisme, c'est vraiment une modification profonde de ce que nous étions avant. Exode rural, etc. Deuxième révolution énergétique. Elle a eu lieu au tournant du 19e et du 20e siècle. Elle n'a pas eu lieu faute de charbon ou faute de vapeur. Elle a eu lieu parce qu'on avait trouvé encore plus fort, encore mieux. On a trouvé trois choses en même temps. Des choses qui, par certains côtés, étaient connues. Le pétrole, on savait qu'il y avait du pétrole à bas coût, on l'utilisait un petit peu, le pétrole lampant, mais on s'est mis à l'utiliser sur une grande échelle. En même temps, on a trouvé le moteur à explosion. Moteur pétrole, c'est effectivement l'avènement du transport, c'est la mondialisation. En parallèle, Edison trouve une façon de domestiquer l'électricité. Courant électrique, là aussi, révolution totale, permet aujourd'hui d'avoir l'électricité sans se préoccuper de savoir s'il y a du vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Les éoliennes pourraient nous amener ce qu'il faut. Mais également, le petit enfant de l'électricité, eh bien, ce sont les datas, ce sont les ordinateurs. L'électricité a permis effectivement de collecter un grand nombre d'informations et de les garder. Mais vous voyez que ces trois révolutions énergétiques qui ont créé des révolutions industrielles, la dernière ayant créé vraiment la mondialisation, les conditions de la mondialisation, eh bien, elles se sont accélérées. Alors vous allez me dire, trois révolutions sur une période aussi longue, depuis 400 000 ans, est-ce que c'est statistiquement juste ? Bien, ce qu'on constate, néanmoins, c'est une accélération extrêmement forte de l'innovation. Si on prend la seule année 2007, et je ne la choisis pas au hasard, la seule année 2007, c'est 1 milliard de personnes qui sont internautes dans le monde, passage du milliard. 2007, c'est le lancement de Twitter. 2007, c'est le premier iPhone. 2007, c'est Google, Amazon, qui deviennent des acteurs mondiaux. 2007, de tout ça, on s'est aperçu qu'il se passait beaucoup de choses. Mais ça n'a pas été regardé, je dirais, autant qu'on aurait pu le faire, parce qu'il y a eu 2008. 2008, la crise des subprimes, la crise tout court à travers le monde, qui nous a fait un peu perdre de vue
à quel point cette innovation était en train de révolutionner non seulement notre quotidien, il suffit de voir d'ailleurs dans les transports en commun ou n'importe où ailleurs, dans des restaurants, chacun est sur son smartphone en train de regarder, taper, etc., plutôt que de parler à son voisin ou de lire un livre. Donc nous sommes effectivement dans des changements de comportement, des changements d'habitude qui sont absolument clés. Dernier élément, eh bien, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont tous un point commun, grosso modo, même si on exagère un peu l'image, c'est d'avoir commencé dans un garage et d'être passé à une phase mondialisée et avoir un rôle absolument considérable en une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et ça a fait rêver, ça fait rêver. Et on est dans une dynamique entrepreneuriale, je crois, collective, totalement nouvelle. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans toutes sortes de gens qui se disent, mais finalement, je ne vais peut-être pas faire Apple tout de suite, mais pourquoi moi je ne serais pas entrepreneur? Moi j'ai envie de faire des choses, moi j'ai des idées, pourquoi je ne passe pas à l'acte? Donc on a aussi un changement de comportement considérable chez les personnes. Alors, l'image d'Épinal, c'est de dire que ça concerne les jeunes. Je dois dire que moi, je constate que ça touche toutes les classes d'âge. Mais alors, toutes les classes d'âge. Et j'ai vu dans le concours mondial d'innovation, je vais y revenir tout à l'heure, des gens qui avaient largement dépassé les 70 ans. Donc, l'image jeuniste consistant à dire c'est uniquement des jeunes étudiants, ça n'est pas vrai, c'est vraiment toutes les classes d'âge. Alors, ça atteint bien évidemment des jeunes diplômés qui préfèrent créer leur entreprise plutôt que de rentrer dans des grands groupes. Ça concerne les salariés des grands groupes, des PME, des ETI qui disent mais finalement, on ne me laisse pas m'épanouir, je vais faire ma start-up. Et puis, on voit des fonctionnaires, on voit des gens des collectivités locales qui souhaitent rejoindre une équipe ou créer leur propre équipe là-dessus. Alors, tout ça a créé aussi pour les États une nouvelle situation. Les États se retrouvent en concurrence. Alors, vous allez me dire, ils le sont depuis belle lurette en concurrence. Mais ils se retrouvent en concurrence sur de nouveaux sujets. Et les nouveaux sujets, c'est, bien sûr, comme d'habitude, avoir les emplois, attirer les meilleurs, mais pour attirer les meilleurs, il faut avoir un écosystème qui puisse être attractif. Puisqu'on est dans une planète qui échange énormément, on compare, et les gens qui vont effectivement créer une entreprise, qui ont des ambitions pour ces entreprises, vont se dire où vais-je m'installer? Je vais m'installer là où l'écosystème me permettra de me développer le mieux possible. Alors je vais y revenir. Je crois que la France a aujourd'hui de vrais atouts et un écosystème qui a bien sûr des défauts, mais un écosystème qui est très attractif. Alors, compétition pour les États sur les emplois, compétition sur l'attractivité, mais compétition aussi sur la souveraineté, puisque vous avez parlé de cybersécurité, on peut aussi parler de sécurité sur les données. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, on l'a vu aux États-Unis sur l'élection américaine avec cette question sur la possibles interférences avec la Russie, mais on le voit sur beaucoup de sujets. La sauvegarde des données, qui possède les données, devient un sujet absolument clé. Donc tous ces éléments font qu'effectivement pour les États, avoir le développement d'un système innovant, c'est absolument clé. Donc c'est un facteur de croissance pour l'économie, mais c'est plus que ça. C'est un souffle aussi, je pense, pour notre société tout entière, un élan positiviste. C'est vrai qu'en France, parfois, la tendance est de voir plutôt les verres à moitié vides qu'à moitié pleins. C'est une façon, effectivement, de donner du dynamisme et, je dirais, de créer de l'admiration. Sentiment positif, sentiment qui permet d'être soi-même plus généreux, mieux d'admirer que d'envier. Donc, je pense que c'est un élément clé aussi dans le dispositif. Donc, la problématique qui se pose pour un État et pour notre pays, la France, c'est comment encourager l'innovation. Alors,
Je vais vous présenter un petit peu ce que nous avons fait dans la commission Innovation 2030 et je vais partager avec vous un peu les résultats après 4 ans de travail continu. Et puis je vais vous parler un petit peu de mes activités dans le privé, qui sont aussi très liées à l'innovation et qui confirment un petit peu ce que je vais vous dire sur la commission. Alors, en avril 2013, le président de la République a installé la commission Innovation avec pour mission, plusieurs missions. La première, faire des choix stratégiques. Alors, faire des choix stratégiques, vous allez me dire, c'est essentiellement le travail d'un gouvernement. Le gouvernement de faire des choix. Pour un gouvernement, c'est très difficile de faire des choix. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à des lobbies intenses. Et par exemple, quand vous dites qu'est-ce qui est vraiment stratégique pour la France, pour réussir, pour être une France qui gagne en 2030, d'ici 2030, eh bien, vous allez avoir toutes les professions, tous les secteurs qui vont vous dire « nous sommes prioritaires ». Et d'ailleurs, si vous ne nous mettez pas prioritaires, c'est que vous ne nous aimez pas, etc., etc. Bon, je vous donne un exemple. Peut-être que dans la salle, certains d'entre vous font partie de cette... Si vous n'avez pas l'industrie du bois comme priorité stratégique française, eh bien, vous allez avoir toutes sortes de gens qui vont se manifester, à raison, pour dire « mais pourquoi pas nous ?» Or, si vous avez une stratégie qui est tout, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste, mais ça veut dire qu'on va quand même concentrer un peu les capacités d'innovation, les aides de l'État, dans un certain nombre de secteurs. Alors, on a d'abord concentré les sujets sur... Bon, innovation pour l'innovation, ça ne sert à rien. Soyons très clairs. Innover pour dire, tiens, j'ai fait un truc nouveau, ce n'est pas utile. Donc, on a concentré l'innovation sur des choses qui étaient essentielles pour, d'une part, la qualité de vie de nos concitoyens et la qualité de vie en général, c'est quand même l'attente, améliorer la société. Et puis également, donc, pour stimuler la croissance, pour restaurer notre commerce extérieur, qui n'est quand même pas en très bonne posture, créer des richesses qui vont permettre de générer des emplois et de préserver notre modèle social. Donc, des innovations utiles, pas innover, vous savez, les innovations, il y en a plein qui tombent dans un grand flop parce qu'elles ne trouvent pas leur marché, et l'innovation qui permet effectivement de tracter la machine France. Donc, l'innovation concrète. L'innovation in concreto, ça se traduit bien sûr par de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux services, mais aussi de nouveaux usages, et ça je pense que le mot est important, de nouveaux comportements qui prennent en compte les tendances de fond et les aspirations fortes de notre société. C'est-à-dire que ça ne sert à rien non plus d'aller totalement, vous n'allez pas innover à l'encontre de l'ensemble d'une société. A priori, vous allez avoir un petit peu de mal à trouver votre marché si vous êtes aujourd'hui en train de développer quelque chose sur le charbon, par exemple, je prends ça au hasard. Je ne pense pas que vous trouverez forcément un grand écho collectif. Alors, quand on parle d'innovation, on entend souvent uniquement innovation technologique. Ça, d'ailleurs, c'est une sorte de travers français. Alors que quand vous parlez innovation dans une culture anglo-saxonne, ça a une logique beaucoup plus large. Et ça englobe ce que nous avons fait, bien sûr, les innovations technologiques, les laboratoires, la R&D, mais toutes les innovations, c'est-à-dire les innovations, comme je le disais, d'usage, de société, sociétales, qui sont dans un certain nombre qui utilisent des technologies développées par d'autres, mais qui ne sont pas en elles-mêmes extrêmement technologiques. Alors, comment on a fait pour définir ce que pourraient être les grands axes stratégiques que la France ne doit pas louper d'ici 2030. D'abord, on est parti des besoins de la population mondiale, tels qu'on peut les anticiper aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si on veut que nos innovations aient un succès, il faut qu'elles aient un succès mondial. Le succès mondial, ça veut dire que ça correspond aux aspirations mondiales. Les tendances mondiales que nous voyons émerger aujourd'hui, elles sont assez claires. Ce sont des mouvements de fond qui sont assez clairs. D'une part, l'allongement de la durée de la vie. Et ça, c'est vrai, malgré les guerres, malgré les épidémies, c'est vrai à l'échelle planétaire. L'urbanisation croissante, accélérée en particulier dans les pays du Sud. L'émergence d'une classe moyenne mondiale.
Alors ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'on sent une classe moyenne, par exemple, dans nos pays d'Europe de l'Ouest, un peu déstabilisée. Mais, de manière collective et globale, nous avons l'émergence d'une très forte classe moyenne mondiale. Prise de conscience sur le changement climatique. Ça n'est plus un sujet de débat théorique. Le changement climatique, non seulement c'est une certitude, même si on n'en connaît pas exactement les conséquences, mais les conséquences, on va les connaître de plus en plus clairement. On va connaître également des tensions grandissantes sur l'eau potable, l'énergie, la nourriture, les matières premières. Ça, c'est quelque chose aussi de très sûr, hélas. Nous avons également, ça c'est une tendance de fond que nous voyons à peu près partout, une évolution des comportements de consommation qui demande à la fois plus de personnalisation des produits et des services et en même temps veulent continuer à avoir des prix bas. C'est ce que les anglo-saxons appellent la mass customization, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui soit adapté à chacun. Autant de facteurs qui vont bouleverser les sociétés et les économies des années à venir. Et bien évidemment, il y a aussi des tendances, je dirais peut-être plus psychologiques, mais en tout cas qui sont extrêmement fortes. C'est par exemple ce que j'appelle le développement de l'économie frugale, c'est-à-dire la volonté de faire plus avec moins, de faire moins sophistiqué, d'être plus proche des sources de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous possédons. Enfin, dernier élément, sur la possession, l'idée du partage est de plus en plus présente. L'idée de la possession, avoir une voiture dans les années 50 était une réalisation ultime. Aujourd'hui, dans les grandes villes, pourquoi avoir une voiture ? Les jeunes, d'ailleurs, dans les grandes villes, passent de moins en moins leur permis de conduire. Donc on est dans des changements de fonctionnement, alors on peut appeler ça l'ubérisation de la société, partager, alors je ne sais pas si Uber partage, mais enfin, partager les choses. Est-ce qu'on a besoin chacun d'avoir une perceuse ? Est-ce qu'il n'est pas plus important d'échanger sa perceuse ? Alors, pour celui qui fabrique des perceuses, c'est effectivement un changement de business model assez fort. En tout cas, cette économie du partage est une économie qui crée énormément d'opportunités pour l'innovation. Voilà un peu les grandes tendances mondiales. Alors, ce diagnostic établi, qui parfois d'ailleurs prend des proportions un peu amusantes, je vous cite ça, enfin amusantes si on peut dire, il y a un sondage qui est fait tous les 2 ans dans 80 pays différents, et on pose les mêmes questions aux gens, partout. Il y a une question, alors vous allez me dire les questions, je ne sais pas qui les écrit, mais enfin une question un peu interpellante. Être un bon citoyen pour vous, c'est 2 points. 1, voter. 2, trier ses déchets. Je ne mettrai pas les deux sur le même plan. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir que chez les moins de 35 ans, trier ses déchets est beaucoup plus important que de voter. Et que la proportion de gens qui répondent trier ses déchets croît tous les 2 ans de manière très significative. Donc, on est dans une attention portée très différente de celle que, classiquement, peut-être, nous avions. Alors, vous voyez les grandes tendances mondiales, on les voit. Et puis après, on est parti sur en quoi, en France, on est bon en face de ça. Parce que, grosso modo, pour devenir un grand danseur, à part dans Billy Elliot, en général, il vaut mieux avoir fait un peu de danse, quoi. Donc, on s'est dit en quoi, classiquement, on est bon. Alors ça, c'est un exercice intéressant d'ailleurs, parce que comme on passe son temps plutôt à dire du mal de nous-mêmes, c'était une façon d'en dire du bien. Donc, qu'est-ce qu'on a de fort ? On a une recherche publique d'excellence, en particulier sur tout ce qui est matière fondamentale. On a un niveau de formation élevé, grâce à un système éducatif que nous critiquons beaucoup, mais qui fait quand même, de manière globale dans le monde, une forme d'admiration. On a, par rapport au reste de l'Europe, un vrai dynamisme démographique. On a un tissu productif français où il y a des grandes entreprises qui sont leaders mondiales, mais aussi des ETI, des PME qui sont innovantes et très dynamiques.
on a une école de mathématiques totalement remarquable. Donc on est parti de ces grandes forces, nos infrastructures, notre capacité aussi très rationnelle à concevoir les choses, et on est allé, dernier élément, étudier ce que faisaient les autres. Pas complètement stupide de regarder ce qu'en matière d'innovation les autres font. Alors on a eu quelques surprises. On a eu la première surprise, c'est que tout le monde a des politiques d'innovation dans le monde, tout le monde. Les grands pays émergents, les moyens pays émergents, les pays développés, tout le monde, les plus libéraux. La Grande-Bretagne, pas perçue où l'État est très, très intrusif, la Grande-Bretagne a une politique d'innovation avec 8 secteurs stratégiques. Et bien évidemment, on est allé travailler tout ça en liaison avec les instances européennes pour ne pas faire quelque chose qui fasse que la France donne le sentiment de faire cavalier seul en fermant la porte à d'autres coopérations avec d'autres pays, mais bien au contraire, pour travailler avec. Nous avons fait beaucoup d'auditions, beaucoup travaillé. On a reçu alors des tas de gens, hein. D'abord bien sûr beaucoup de chefs d'entreprise innovantes, des scientifiques, des chercheurs, des économistes, des sociologues, des représentants des syndicats, du patronat, beaucoup d'étrangers. Bref, on a essayé de comprendre, beaucoup de représentants des collectivités locales, comment des incubateurs, enfin j'en passe et d'autres, comment on pouvait effectivement tenir compte de tout ce qui existait et accélérer ce qui existait. On a auditionné également beaucoup de jeunes, jeunes étudiants, jeunes tout court, et on a beaucoup bossé avec la contribution de chacun. On était 20, avec des gens, vous l'avez cité, monsieur le maire, des gens très différents, puisque quand on fait travailler ensemble Philippe Allion, Michel Serres, Mercedes Serra et beaucoup d'autres, forcément le cocktail est assez intéressant. Tous les gens autour de la table ont en commun la passion de l'innovation, mais avec des histoires, avec des envies, des visions différentes, et on a appris vraiment à travailler ensemble. Et ça a été aussi, alors comme on a beaucoup travaillé, ça a été une très bonne façon d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Alors, on a préconisé, après tout ce travail, à la fois d'instaurer un principe et de retenir 7 ambitions stratégiques, et enfin d'appliquer une méthode. Alors, parce que notre idée, ce n'était pas de faire un rapport qui servirait à être stocké dans une armoire ou à permettre de coincer la table pour qu'elle ne soit pas trop bancale. L'idée, c'était de faire que des choses pratiques. Bon. Et donc, nous n'avons fait que des choses pratiques, avec aussi comme idée de ne pas institutionnaliser les choses, c'est-à-dire que nous sommes provisoires, nous ne coûtons pas 1 euro aux contribuables, on ne fait pas une nouvelle délégation interministérielle à je ne sais pas quoi, une nouvelle structure, et on est là pour aider sans dépenser plus, mais en faisant mieux. C'était vraiment ça l'idée. Alors, le principe, d'abord. On a proposé de mettre en place un principe d'innovation. Et on pense que ce principe est une complémentarité au principe de précaution. Vous connaissez le principe de précaution, qui a une plébiscité par beaucoup d'entre nous en termes de protection pour la société, mais ça ne doit pas être non plus un obstacle à l'expérimentation, à l'innovation. C'est vrai que de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, par définition, c'est prendre un risque. Donc vous pouvez lui mettre en face le principe de précaution sur le thème « Attends, non, on ne peut pas, c'est trop risqué ». Donc ça, on a dit « non ». Il faut un peu à la chinoise, il y a le yin et il y a le yang. On ne dit pas que le yin est meilleur que le yang, mais il faut les deux, le chaud, le froid, le cru, le cuit, voilà, deux systèmes qui s'équilibrent. Alors ce principe de précaution, le principe d'innovation, on pense qu'il doit se traduire à tous les niveaux, à l'école, par l'éducation à la prise de risque. Moi, je suis très frappée quand même que l'école prépare dès le début à une sorte de perfection. Vous avez 20 que si vous êtes parfait, et puis après vous êtes dégradé. Comment est-ce qu'on peut revenir à quelque chose qui est l'éducation à la prise de risque, qui va de pair d'ailleurs avec le fait de travailler pas tout seul mais à plusieurs. Dans les laboratoires et les entreprises, par le droit à l'expérimentation, bien sûr encadré mais raisonné.
Au niveau du Parlement et de l'administration, par la recherche constante de procédures simplifiées, de normes harmonisées qui encadrent mais qui n'entravent pas. Et au niveau des mentalités, par une autre vision de l'échec. C'est-à-dire, nous sommes dans un échec en France qui stigmatise. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas bon en langue vivante en général parce qu'on a peur de faire des erreurs. Et l'erreur, l'important, c'est de communiquer. Qu'importe si vous ne parlez pas comme Shakespeare. L'important, c'est de parler anglais pour le minimum vital. Donc, libérer quelque part, libérer le droit à l'erreur, ça, je crois que c'est extrêmement important. Et donc faire de l'échec, non pas une stigmatisation, mais un pavé sur un chemin qui sera peut-être celui de la réussite. Alors, après la remise de notre rapport sur ce principe d'innovation, après la remise de notre rapport au président de la République, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'Assemblée nationale, donc, et du Sénat, a organisé une journée d'audition afin de définir l'essence de ce principe et montrer le soutien des parlementaires pour ce principe d'innovation. Donc nous avons eu un soutien transpolitique sur le principe, et je pense, nous attendons toujours qu'il passe dans la loi, pas désespéré, mais je pense que c'est un élément très important. On a proposé également donc, au gouvernement 7 ambitions stratégiques qui doivent mobiliser à la fois les efforts publics et privés, pour prendre une longueur d'avance sur les concurrents dans le jeu de l'économie mondiale. Alors, je vais vous les citer, pour en parler tout à l'heure, pourquoi ça, pourquoi... Bon. Le recyclage des matières, va de pair avec l'économie frugale, pour recycler. Le stockage de l'énergie, on peut développer les renouvelables sur une grande échelle que si on a effectivement un moyen de stocker en particulier l'électricité, mais le stockage de l'énergie en général. La valorisation des richesses marines, nous avons une formidable... capacité dans ce domaine, et je le dis à Saint-Tropez, avec bien sûr ce qu'il y a au fond des mers, les métaux, les ressources, mais aussi le dessalement de l'eau de mer. Nous allons manquer d'eau potable et nous avons bien sûr une formidable source dans ce domaine. La France est plutôt leader dans ce domaine, mais encore faut-il garder ce leadership, ce qui est aujourd'hui très disputé. Les protéines végétales et la chimie du végétal. Nous allons devoir manger plus de végétal. Le modèle tout viande, je n'ai rien contre la viande, mais ne colle pas avec une planète de 9 milliards d'individus. Donc nous allons devoir trouver une façon d'utiliser beaucoup mieux les végétaux, et certains végétaux. La médecine individualisée, on n'a plus une maladie, on a sa maladie, son ADN, et donc la dimension de la médecine appliquée à chacun est quelque chose d'énorme. Et là aussi, en France, on est très fort. Donc, c'est un élément très enthousiasmant pour notre pays. La silver economy, c'est-à-dire l'innovation au service de la longévité. Nous allons être 900 millions de personnes, nous allons avoir 900 millions de personnes qui ont plus de 65 ans à l'horizon 2025 dans le monde. Donc, la Chine en particulier est un pays avec la politique de l'enfant unique qui va avoir un problème considérable dans ce domaine. Avoir des solutions innovantes pour tous les âges est un sujet absolument clé. Enfin, la valorisation des données massives et ouvertes, que l'on appelle big data ou smart data, c'est un élément de souveraineté indispensable, c'est un élément d'échange indispensable, c'est ce que nous devons, là aussi, sur lequel nous devons travailler. Alors, on a dit, ces 7 ambitions, elles doivent mobiliser tous les leviers de l'action publique. Alors, vous allez me dire, historiquement, on a fait les grands programmes. Les grands programmes, c'est la commande publique qui dit, on va faire de l'aéronautique. Ça a donné des résultats extraordinaires, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'on a Airbus, c'est comme ça qu'on a le TGV, c'est comme ça qu'on a le nucléaire, c'est comme ça qu'on a le spatial, etc. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus marcher comme ça, à l'échelle française seulement. Et on est passé un peu de l'autre côté du cheval. L'État, les collectivités locales dépensent 200 milliards d'euros par an en France. Ces 200 milliards d'euros, ils vont très peu vers l'innovation. Pourquoi ? Parce que les acheteurs en sont dissuadés. Ils sont poursuivables sur le plan pénal, ils ont très peur. Donc, il faut les décontracter sur le fait que d'acheter innovant, parfois, ça ne va pas marcher. Parfois, il y aura un problème. Mais que c'est une volonté collective. Donc là aussi, on a fait bouger les choses.
Donc, on a fait toutes ces recommandations à l'État avec des éléments, je ne vais pas rentrer dans tous les éléments, mais des éléments très précis. Et je veux dire qu'on a été ça s'est passé très bien parce que quand on fait des rapports très pratiques et qu'on trouve les administrations qui doivent le faire, bah, ça ne marche pas trop mal. Alors, sur la méthode, comment aider l'écosystème innovation? Alors, vous savez qu'il y avait eu la création de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui a été, je crois, une grande réussite. Nous, on a pu le mesurer, très efficace. On a le Commissariat général à l'investissement. C'est le grand emprunt qui a été fait auprès des Français, qui a de l'argent pour l'innovation, mais qui ne savait pas bien le dépenser. Alors, nous, on a dit, bah, écoutez, on va prendre petite partie de cet argent, toute petite partie de cet argent, on va utiliser BPI et on va, effectivement, sur ces 7 secteurs stratégiques, 7 ambitions stratégiques pour la France, on va faire 7 concours mondiaux d'innovation. Donc, un concours pour chacune des ambitions retenues. Et les concours mondiaux sont ouverts à tous, toutes les conditions, alors français et étrangers. Les conditions, c'est d'avoir une entreprise, alors même si elle est une personne, 2 personnes, ou être une méga entreprise, donc quelle que soit la taille. Il faut qu'elle soit réellement innovante, projet réellement innovant, parce que bon, qu'il soit dans un des secteurs stratégiques, et puis, pour les entreprises qui ne sont pas françaises, pour les entreprises françaises aussi, que l'investissement soit en France et créer des emplois en France. On ne peut pas dépenser de l'argent public pour aller créer des emplois ailleurs. Donc, on a voulu vraiment parier aussi sur des personnes, des équipes. C'est un concours qui s'attache vraiment à la force, à la volonté, à l'ambition des équipes. Et enfin, et je crois que c'est l'élément aussi parfaitement clair et net, c'est un concours New Style. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les concours de l'État, il fallait faire des dossiers comme ça, il fallait démontrer des trucs qui duraient je ne sais pas combien de temps, ça durait pendant 6 mois. Bon, nous, on a dit, attendez, l'innovation, elle est rapide. Les gens qui ont besoin de gagner ce concours, besoin d'être reconnus, il faut aller vite, il faut être au rythme. Donc, on a défini, je dirais, un type de concours assez différent. Et je dirais que, je reviendrai tout à l'heure, mais on est très content parce qu'on est copié maintenant. L'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, a copié son concours exactement sur nous, sur ses modalités, etc. Le concours du numérique, c'est exactement nos modalités. On va lancer des concours régionaux, ça va être les mêmes. Donc je crois qu'on a innové dans le type de concours et heureusement on a fait école. Donc ça j'en suis aussi très contente. Alors on a défini 3 phases des concours donc, qui tournent. Première phase, c'est environ, on voulait trouver comme c'est un concours environ 100 projets et on verse une subvention qui va jusqu'à 200 000 € par projet. Donc c'est quand même très significatif pour les aider dans leur développement, dans leur R&D, dans la mise au point de leur sujet. Deuxième phase, c'est pour des entreprises plus mûres, ça va jusqu'à 2 millions € chacun, et c'est pas forcément des gagnants de la première phase, c'est des gens qui peuvent arriver, c'est vraiment des... Et troisième phase, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont déjà très avancées, ça va jusqu'à 20 millions € d'investissement. Alors la procédure est beaucoup plus longue, ce que vous pouvez comprendre, puisqu'il ne faut vraiment pas qu'on se trompe, et on en a aujourd'hui 6 qui ont été labellisés. Donc ces financements publics constituent une aide importante, et surtout ce qu'on a pu constater, c'est que c'était un très bon levier pour les financements privés. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est lauréat du concours mondial d'innovation, que ce soit en phase 1, en phase 2 ou en phase 3, le privé dit « Ouh, ah, bon ». Et donc ces entreprises nous l'ont dit, ça leur a permis de booster complètement ce qu'elles faisaient, trouver de l'argent, attirer des jeunes et des moins jeunes brillants, et puis aussi trouver des clients. Donc vraiment, ça a été un élément très important pour elles. Et je le rappelle, c'est de l'argent qui est dans le Commissariat général à l'investissement et qui était un peu en attente puisqu'il n'y avait pas de solution pour comment l'utiliser.
Donc, après 4 ans de commission innovation, nous sommes aujourd'hui dans un système très opérationnel. Nous avons effectivement avancé très fort. Nous avons sélectionné 110 projets dans la première phase qui ont gagné, 36 projets dans la deuxième phase, 12 sont qualifiés en phase 3 et nous en avons 6 qui sont retenus définitivement. Et puis, nous sommes dans la deuxième édition du concours avec 72 nouveaux phase 1 et 30 nouveaux phase 2. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce que tout ça apparaît un peu, comment dirais-je, ça manque de précision. Alors, quelques exemples concrets de projets lauréats. J'ai choisi un peu au hasard quelques secteurs. Dans la silver economy, par exemple, je commençais par médecine personnalisée. Médecine personnalisée, alors, des applications très diverses. Un stent connecté pour suivre la cicatrisation du tissu des artères après l'implant d'un stent. Donc, ça permet en fait de voir que tout est bien installé, tout s'est refermé, tout va bien. Donc, ça prévient les complications. On sait avant qu'il va y avoir peut-être des complications et adapter le traitement médicamenteux nécessaire. Donc, ça évite de repasser l'opération. Des cabines automatiques de diagnostic médical permettant l'accès à un suivi médical complet pour les personnes qui habitent dans les zones rurales, les zones isolées. Donc, vous avez un système qui vous permet effectivement, à distance, de faire un inventaire de vos constantes médicales. Application mondiale énorme. Vous imaginez dans les pays émergents comment un diagnostic médical comme ça sur des cabines peu coûteuses permet d'éviter, permet de développer la santé au profit de tous. Un bandeau qu'on pose sur la tête, alors ça vous allez bientôt voir ça dans vos magasins, qui permet de faciliter, qui améliore la qualité du sommeil. Alors, il y a 2 bandeaux. Le premier que nous avons soutenu et le deuxième qui va arriver. Alors, le premier, il permet en fait d'allonger votre sommeil profond, donc vous avez un sommeil plus réparateur. Et le deuxième va permettre l'endormissement. Donc plus de chimie, moins d'insomnie. Ça, je pense que dans le genre on améliore la qualité de vie, c'est quelque chose qui compte. Donc, je crois que c'est 399 € pour ne pas faire leur publicité. Mais enfin bon. Alors, dans le domaine de l'économie au service de la longévité, on a eu aussi des projets très innovants. Alors, par exemple, un exosquelette, c'est une armature motorisée qui redonne de la mobilité aux personnes qui ne l'ont plus. Alors, c'est utile, bien sûr, pour retrouver de l'autonomie pour des gens qui n'en ont plus du fait du vieillissement, mais aussi une application pour les personnes handicapées. Donc, on est dans un travail très avancé là-dessus et qui est là aussi une amélioration formidable de la qualité de vie. Des solutions de prévention des chutes pour les personnes âgées, des robots intelligents permettant de maintenir le contact avec la famille, etc., etc. Donc vraiment, on est sur des sujets extrêmement vagues, extrêmement vastes. Donc on voit d'abord une extraordinaire variété des réponses, et on voit la créativité qui peut exister dans différentes solutions. Alors, grosso modo, on a fait une petite enquête auprès des gens qu'on a soutenus, donc qui se comptent sur plusieurs centaines d'entreprises. On a créé des milliers d'emplois, des levées de fonds cumulées très significatives du domaine privé, plusieurs centaines de millions d'euros, et de générer une augmentation significative du chiffre d'affaires des entreprises lauréates. Et je dirais plus que ça, et peut-être encore plus important, on leur a permis d'aller plus vite. Or, la vitesse est l'élément clé. C'est-à-dire que si vous avez une solution parfaite, mais qui arrive 2 ans après un concurrent qui avait une solution peut-être plus rustique, mais qui était là, prête pour le marché, c'est elle qui gagnera. Donc, nous avons fait ça, je le disais, avec toutes les parties prenantes. Les ministères, la société civile, la commission, la BPI, le CGI, la Direction générale des entreprises, le ministère de la Recherche, des experts venus de tous les horizons,
pour examiner les dossiers. Et je dois dire que c'est assez rare, finalement, de construire un système entre la société civile et l'État. Et ça a très bien marché, dès lors que tout le monde a compris qu'on n'était pas là pour s'installer. Comme quoi, c'est un élément aussi totalement clé. Alors, ces solutions pour encourager l'innovation, elles sont très appréciées par les innovateurs, et moi, c'est aussi mon métier de manière privée. Alors, vous allez me dire, il pourrait y avoir des conflits d'intérêts entre les deux. Non. Toute entreprise dans laquelle j'investis ne va pas au concours mondial d'innovation, et tout lauréat du concours mondial d'innovation, je n'investis pas dedans. Alors, je dois dire, c'est un peu comme quand on passe devant une boulangerie, pâtisserie, avec des très beaux gâteaux. On a parfois des regrets, mais c'est comme ça. Alors moi, j'ai fondé en 2013 une entreprise qui s'appelle ALP et qui accompagne les grands groupes dans leurs innovations, dans leur changement de business model, dans leur digitalisation, dans leur, ce qui est loin d'être simple. Comment on transforme un gros groupe en un système agile, en un système rapide. Et puis nous investissons dans des projets, des équipes auxquelles on croit. Et notre rôle n'est pas seulement d'apporter des fonds, parce qu'on s'est aperçu que l'argent, oui, c'est important, mais c'est pas ça le plus important. C'est d'accompagner de manière opérationnelle ces entrepreneurs, ces équipes, pour la réussite de leurs projets. C'est-à-dire vraiment les aider dans les levées de fonds, les aider dans leur stratégie, les aider dans le buzz, comment on parle d'eux, les aider aussi dans le commercial. Comment ils font pour arriver à toucher telle ou telle personne dans telle ou telle entreprise pour aller là aussi plus vite. Alors, on a 14 aujourd'hui participations dans des secteurs très variés, la tech, les télécoms, le renouvelable, les ressources minérales, etc. Et je suis présidente, entre autres, de Sigfox. Alors ça, c'est une grande fierté pour moi, mais je pense que Sigfox va être une grande fierté française, Sigfox, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une entreprise qui n'existait pas il y a 10 ans, qui a démarré dans un garage, et qui est l'opérateur très peu cher, très peu cher, beaucoup moins cher que tout ce qui existe, des objets connectés. Jusqu'à présent, on a connecté les gens entre eux, ça s'appelle le téléphone, on a connecté les machines entre elles, les grosses machines, les ordinateurs. Maintenant, nous allons avoir des objets qui vont parler entre eux, avec nous, et on va avoir des milliards d'objets comme ça qui vont dire des choses. Alors les objets vont dire des choses, les compteurs, par exemple, vont dire, ben moi, compteur électrique, compteur à gaz, compteur d'eau, ils vont dire à quel niveau ils sont, plutôt que d'avoir à remplir des papiers. On va avoir des objets qui vont nous dire, attention, moi, ampoule, je vais claquer, ou moi, pile, je vais m'arrêter parce que je n'ai plus suffisamment d'énergie. Donc on va avoir des tas d'utilisations, alors on pourrait en citer énormément, et ça, en France, un technologue génial qui s'appelle Christophe Fourtet a trouvé une méthode qui vient des sous-marins de la Première Guerre mondiale, technologie qui n'était plus utilisée du tout, qu'il a bien sûr totalement revue et corrigée, et qui permet aujourd'hui, on est dans 60 pays, donc démarrant à Toulouse, on a couvert la France. Moi, je suis rentrée, on avait fait la France et un bout d'Espagne, et aujourd'hui, nous sommes dans 60 pays, et on est en train les premiers, les seuls, à couvrir les États-Unis. Donc les petits Frenchies sur les objets connectés, l'IoT, comme on dit aujourd'hui, IoT, comme on voit partout, eh bien, nous avons 1 mile d'avance, pour ne pas dire 1000 miles. Et alors, ce qui est très important, on va très vite, justement, pour être les premiers installés. On est en train, en ce moment, par exemple, de couvrir le Japon. Et on aura donc toute l'industrie japonaise, tous les objets japonais. Vous voyez l'enjeu. L'enjeu, il est aussi de souveraineté, puisque les données appartiennent, bien sûr, aux utilisateurs, mais les données anonymisées nous appartiennent aussi. Nous sommes aujourd'hui le premier collecteur de données de ce type qui n'est pas américain. Donc, c'est aussi un enjeu extrêmement important et sur lequel nous sommes extrêmement fixés. Voilà, j'avais promis de faire moins d'1 heure. Nous en sommes à 50 minutes, 52 minutes, donc je vais m'arrêter dans peu de temps.
Mais pour vous dire que je pense que l'innovation est une chance pour la France, et une chance d'autant plus grande que nous sommes un pays d'innovateurs. Un pays d'innovateurs extraordinaire. Il y avait eu un petit clip que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, je ne sais pas si vous serez peut-être plus doué que moi, mais je vais le demander. C'est un clip qui avait été fait par le ministère de l'Industrie et qui reprenait toutes les innovations françaises depuis 2 siècles. Alors 2 siècles un peu, commencé par Denis Papin et sa machine à vapeur. Au passage, Denis Papin est mort dans la misère. Quand même lui qui a révolutionné le 19e siècle, mais il est mort dans la misère, il n'a pas été reconnu. Le nombre d'innovations qu'on a su faire en France, elles sont considérables. Nous sommes un peuple d'innovateurs. Donc en libérant notre écosystème, moi j'aime bien, quand on parle d'écosystème, moi j'aime bien parler d'aquarium. On sait bien que les poissons, ils grandissent, ils se développent, ils ont des petits, etc. Quand l'eau, elle a le bon pH, quand la lumière, elle va bien, quand le bulleur d'oxygène, bon, quand la nourriture est... les startups, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on a la chance d'avoir des poissons, nous, qui avons une vraie appétence à se développer. Donc, moi, je suis extrêmement optimiste sur notre écosystème, qui est aujourd'hui... Alors, pour des entreprises qui démarrent, la France figure dans les 2 ou 3 meilleurs aquariums du monde. Nous sommes incroyablement incitatifs, les aides d'État, etc., sont extrêmement bonnes. Le problème de notre aquarium, il est à 2 niveaux, si je fais simple, il y a bien sûr d'autres niveaux. Le problème de notre aquarium, il est que le poisson qui commence à grandir, entre le poisson autonome et le poisson qui commence à grandir, il y a une phase très difficile. Alors, il y a un certain nombre de fonds qui existent, qui n'existaient pas il y a quelques années. Il y a pas mal de fonds étrangers qui regardent la France aujourd'hui. Les fonds américains regardent la France, investissent en France. Mais il y a encore un passage très difficile. Et il y a une mortalité importante des startups au moment où elles commencent à avoir un vrai chiffre d'affaires, mais elles ont aussi un vrai BFR, des besoins de financement, etc. Et il y a un passage très difficile. La deuxième problématique, elle est fiscale. C'est-à-dire que pour des gens qui ont réussi et qui ont vendu leur société, très souvent, ils partent dans un endroit fiscalement plus adapté pour refaire une deuxième entreprise, les serial entrepreneurs, pour avoir effectivement un système fiscal plus adapté. Donc ces 2 éléments sont les éléments les plus complexes aujourd'hui. Le premier est en cours d'amélioration. Le deuxième, on verra comment la législation évolue. Mais je dois dire que jusqu'à une période récente, les entrepreneurs, quand je parle de serial entrepreneurs, les gens lançaient des entreprises, des gens très doués, en faisaient plusieurs et les vendaient. C'est-à-dire, je dirais presque que c'était un peu mercenaire. On crée, on vend, on crée, on vend. Là, moi, je vois des gens, beaucoup ne réussiront pas, mais qui ont la volonté de faire un numéro 1 mondial. C'est-à-dire qui ne sont pas dans l'idée mercenaire de dire « je vais faire de l'argent », mais dans l'idée beaucoup plus forte de « je vais réussir collectivement à faire quelque chose de formidable ». Donc cette aventure, je crois qu'elle est très importante pour notre pays. Je pense que notre image internationale dans ce domaine a beaucoup changé. Et je pense que tous ceux qui apportent aujourd'hui de manière très concrète leur pierre à l'édifice, eh bien, doivent être collectivement très heureux. En tout cas, la Commission, on est très heureux d'avoir fait ce qu'on a fait. Alors, va être lancé avec les régions, donc il y a des discussions en ce moment, l'équivalent du concours mondial de l'innovation, même procédure, même système, même interaction, etc., mais au niveau régional, c'est-à-dire plus proche des territoires, avec le souci, qui a toujours été le nôtre, mais c'est encore plus facile quand on est en région, d'une connaissance encore plus intime et de faire connaître de manière encore plus forte. Donc je ne doute pas que très bientôt, les startups de Saint-Tropez puissent aussi faire régionalement ce qu'elles peuvent déjà faire nationalement. Merci beaucoup, merci à vous.